Nous reviendrons dans 3 semaines pour les résultats des analyses. Direction Bruxelles, à la rencontre d'un spécialiste des pathologies causées par le chrome 6, le professeur Dominique Tenstedt, chef du service de dermatologie du centre hospitalier Saint-Luc à Bruxelles. Au début, ça va commencer par des petites choses, un peu de démangeaison, surtout au dos des pieds. Les patients vont gratter très facilement, vont ouvrir avec leurs ongles les toutes petites vésicules et il y a du sérum qui va s'en écouler. Et on va obtenir des images d'eczéma vésiculo croûteux, simplement parce que le sérum va s'agglutiner au niveau de la peau. Et les personnes vont devenir de plus en plus allergisées d'une part et vont avoir des symptômes de plus en plus importants d'autre part. Donc il va y avoir un tableau mixte d'eczéma de contact et de surinfection essentiellement bactérienne. Et puis, vraiment, des patients qui peuvent devenir des impotents à la marche, tellement la dermatose, si elle n'est pas combattue, surtout si elle n'est pas connue, va évoluer. Parmi ces nombreux patients, le cas de la jeune Adèle, soignée depuis presque 10 ans. Retour à Paris. Rencontre avec une victime du chrome 6. On a ramé pendant 6 ans avec des pommades perlimpinpin, de la poudre à mettre dans les bains et jusqu'au moment où on est arrivé chez Dr Tenstedt qui a dit il y a un problème, il faut connaître le produit ou aliment, on ne savait pas à ce moment-là si c'est alimentation ou une allergie de contact. Et Tenstedt qui a dit hop, on arrête tout ça, on fait les tests et on va mettre le doigt et après on va soigner la cause de... Mais pendant 6 ans, on a ramé. Pour les parents d'Adèle, trouver des chaussures sans danger, c'était faire fabriquer sur mesure des modèles enfants. Un gouffre financier qui se chiffrait à plus de 450 € par paire. Direction Genève, c'est avec celui qui a diligenté les analyses que nous découvrons les résultats. Le chimiste cantonal adjoint Didier Ortelli. Alors, je vous ai préparé les résultats. Merci. Voilà. Alors, les résultats sont les suivants. Sur les 10 paires de chaussures que vous nous avez transmises, il y en a 7 sur lesquelles on n'a pas trouvé de traces de chrome 6, donc c'est plutôt très encourageant. Il est possible de produire du cuir sans avoir des résidus de chrome 6. Alors, on a une valeur qui est relativement énorme, qui a été mesurée sur cette ballerine. Elle n'est plus très en état après avoir passé au laboratoire. Dans lequel on a trouvé dans le cuir de la semelle ainsi que dans le cuir intérieur, qui étaient 2 cuirs différents, des quantités significativement très importantes de chrome 6. Ce modèle vendu en Suisse serait-il immédiatement retiré du marché? Au vu des très grandes concentrations que l'on a retrouvées dans cette chaussure, c'est évident que l'on demanderait le retrait. Récapitulons. Parmi nos 10 modèles, 7 ne contiennent pas de chrome 6 en quantité décelable. Il s'agit de la bottine marron BioWorld, du modèle en cuir blanc de Repetto, du modèle noir pour homme Bata, des chaussures enfants Gémeaux, des bottes à franges Jonac, des sandales San Marina et d'un modèle de la Halo Chaussure. Mais 3 marques sont sur la sellette avec des taux mesurables de chrome 6 de 3,6 mg par kilo pour le modèle vendu chez Carrefour, 9,4 mg par kilo pour un modèle de la bien nommée marque La Bottine Souriante, et le bon dernier mais pas des moindres, 43,6 mg par kilo pour un modèle de ballerine de marque Eram. Plus de 14 fois la limite prévue par la directive européenne actuellement à l'étude. Quel est le point de vue des professionnels de santé face à nos résultats? Paris, Pitié-Salpêtrière, nous sommes reçus par le cancérologue David Kayat. Décryptage. Je vous remets celle-ci. C'est le plus mauvais résultat du test, un taux de chrome 6 de 43,6 mg par kilo dans la semelle de cette chaussure. Quelle est votre réaction? C'est un taux énorme, considérable, ce qui dépasse très très largement
ce que l'on accepte comme une dose journalière acceptable pour un individu. En Europe, comme aux États-Unis, d'ailleurs, il y a des définitions des seuils que l'on peut accepter. Là ce chiffre que vous me donnez est très très élevé, vraiment, bien au-delà de ce que l'on peut accepter. Le chrome 6 est un des produits les plus carcinogènes, les plus cancérigènes que nous connaissions. La particularité de ce cancérigène qui le rend si redoutable, c'est que c'est un des rares produits cancérigènes pour lesquels il n'y a pas de seuil. L'effet cancérigène se produit dès les plus petites doses de ce fameux chrome 6. Cet effet cancérigène, en réalité, il s'explique très simplement par ce que l'on appelle en général le stress oxydatif. C'est-à-dire qu'une fois que le chrome 6 va rentrer à l'intérieur d'une de nos cellules, vous savez, un corps humain, c'est constitué de petites briques qui s'assemblent les unes aux autres pour constituer nos organes. Et lorsque le chrome 6 pénètre à l'intérieur de l'une de nos cellules, il va directement se mettre là où se trouvent nos chromosomes, c'est-à-dire dans le noyau, et il va exercer son effet cancérigène. Comment? En induisant la production par la cellule elle-même de ce que l'on appelle des radicaux libres, c'est-à-dire des dérivés de l'oxygène, qui sont des produits extrêmement corrosifs. Les institutions ont pourtant mis en place en 2010 un étiquetage obligatoire par pictogramme. Faites le test. Qui sait vraiment les lire? Mais au fond, que sait-on du cuir? Comment le fabrique-t-on? En Auvergne, au Puy-en-Velay, nous sommes reçus dans une usine dont les cuirs sont parmi les plus réputés au monde, les tanneries du Puy. Les peaux y sont quotidiennement tannées au chrome selon des procédures strictes et sans danger pour le consommateur et l'environnement. Denis Lebray, son directeur, nous fait visiter un bâtiment qu'on nomme la Rivière. Dans une tannerie, tout commence ici. On commence à sélectionner les peaux selon leur tenue, leur poids et les défauts physiques. Donc là, vous avez donc une peau d'un animal laitier. Là, c'est un animal croisé viande. Vous voyez que derrière le poil, bon, il peut y avoir un tas de défauts. Et ça, quand on achète la peau, c'est à la fin qu'on verra s'il y a des défauts. Les peaux fraîches, en provenance des abattoirs, arrivent ici chaque matin recouvertes de sel. Elles sont rincées, épilées, puis plongées dans un bain de chrome 3. À partir de ce moment, elles deviennent imputrescibles. Ces peaux, les professionnels les appellent wet blue. À ce stade-là, on a déjà une très grosse évaluation de la qualité de la peau. Si vous avez des choix avec peu de défauts, ça peut aller, on peut l'orienter chaussure. Mais s'il y a beaucoup de veines et de rides, ça n'ira pas à la chaussure. Parce que la ride marque sur la chaussure et au travail physique de la chaussure, ça n'ira pas. Ces premières étapes sont communes à toutes les tanneries du monde. Ici, à la tannerie du Puy, les peaux sont ensuite colorées, huilées avec soin, réhumidifiées, lissées, bichonnées. Les cuirs qui sortent d'ici sont convoités par les grandes marques mondiales du luxe comme Weston, Delvaux ou Hermès. Mais le cuir, ce n'est pas que du luxe, c'est surtout un marché de masse avec ses règles et ses petits secrets. Rencontre avec Vincent Pommias, courtier en cuir. Sans détour, il nous montre le dessous des cartes. Autrefois, les marchés étaient beaucoup plus localisés et pas du tout ouverts comme ils le sont aujourd'hui. Donc il y avait des intermédiaires qui étaient en quelque sorte des grossistes et qui avaient dans leurs magasins différentes matières de différents fournisseurs et les gens venaient acheter cette matière directement chez ce grossiste. Les moyens de communication aujourd'hui font que de toute façon, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la planète, si vous avez un satellite au-dessus de la tête, vous pouvez vendre du cuir sur les Champs-Élysées. Il n'y a aucun souci. Il suffit de trouver le bon intervenant, le bon intermédiaire. Et je vous dis, en quelques heures, vous devez le trouver. Le marché est ainsi aujourd'hui. On achète vite et surtout à l'aveugle. Mais revenons aux chaussures incriminées par notre test. D'où viennent leurs cuirs? Nous décidons de prendre contact avec tous les industriels visés par le test. Tout d'abord à couvert, sans mentionner la tenue de nos analyses. Le groupe Eram sera le premier à nous répondre. Rendez-vous dans une usine du groupe entre Angers et Cholet avec Xavier Biotto, son président. Est-ce que vous reconnaissez cette chaussure? Oui, je la reconnais, oui, oui.
Oui, c'est une jolie ballerine. Elle est bien à vous. Elle est bien à nous, hein, elle est bien à nous. Griffée et rame, ça correspond bien à notre positionnement de mode accessible. C'est un produit de qualité, puisqu'il est dessus cuir et doublure cuir, et il n'est vendu que 49 €, hein, comme c'est inscrit sur votre boîte. Absolument. On a confié ces 10 paires de chaussures à un laboratoire d'analyse très connu pour l'indépendance et pour la rigueur de son travail. Oui. Et on a fait analyser le taux de chrome 6 dans ces chaussures. D'accord. Votre paire de ballerines rouges est malheureusement sortie bon dernier du test. Nous nous sommes attelés à ce sujet. Et aujourd'hui, on a mis en place toute une procédure, on a créé toute une équipe avec évidemment la volonté de se conformer aux nouvelles législations. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que c'est 43,6 mg par kilo, ce qui est une dose très importante. Vous saviez à l'avance que ça contenait autant de chrome en le mettant sur le marché? Bien sûr que non, je suis pas un technicien chimiste. Hein. Tout ce que je sais, c'est que c'est un sujet pour l'ensemble des fabricants, qu'ils soient d'ailleurs producteurs en France ou partiellement producteurs ou importateurs. C'est un sujet totalement général sur lequel se penche l'ensemble des équipes. Donc, effectivement, cet accident, je considère comme un accident, et je ne dis pas bravo, je dis nous nous préoccupons de ce sujet. En tout cas, pour l'heure, le consommateur, en l'occurrence la consommatrice, qui vient acheter cette paire de chaussures, prend des risques assez conséquents. On aimerait que vous réagissiez là-dessus. Je vous ai dit qu'on réagissait. D'abord, je vous fais remarquer que c'est la semelle, donc c'est pas un contact direct avec le pied. Si. Mais au-delà de ça, ce qu'on a fait analyser, c'est effectivement la semelle intérieure et le revêtement intérieur. Donc tout ce qui est en contact. Excusez-moi, on va passer l'entretien là-dessus ou pas? Parce écoutez, en tout cas, c'est quand même un sujet qui est très important. Je coupe. Moi, je veux pas passer. Je veux pas passer. J'éteins l'appareil. Écoutez, vous devez, c'est important, nous dire. Autre question, on veut savoir. Autre question, on veut savoir d'où vient le cuir. Moi, je viens pas là pour me faire allumer. Après le départ du président du groupe ERAM, nous insistons pour avoir des réponses sur les politiques de qualité, sur la traçabilité de la ballerine. On nous raccompagnera sur le parking de l'usine et nous n'obtiendrons rien. Le lendemain, ERAM nous fait savoir par texto que par principe de précaution, la ballerine est retirée de la vente. Xavier Biotto n'avait pas tort quand il nous disait que le chrome 6 est un sujet fondamental. Mais une chose est sûre, lorsque les industriels nous affirment qu'ils viennent d'en découvrir la toxicité, c'est faux. Vous vous souvenez d'Erin Brockovich, cette juriste américaine incarnée au cinéma par Julia Roberts? Le chrome 6 a été son combat, une affaire qui a déjà 20 ans. Un problème pas si récent que ça, donc. Fin 2012, la DGCCRF avait fait retirer de la vente 8300 paires de chaussures en France. Dès 2010, d'autres modèles de chaussures avaient été retirés de la vente. Mocassin Distri Center, escarpin sans marina, 35 mg par kilo, presque autant que notre ballerine ERAM. Chaussons pour bébé CEA et de marque Robiz, chaussures Finzi, 60 mg par kilo. À la DGCCRF, Marie Taillard nous reçoit dans son bureau. Si un consommateur rencontre un problème, qu'il a une irritation, qu'il est brûlé sur les pieds, alors la première réaction va être d'aller voir le médecin, d'aller au service d'urgence. Et là, ensuite, il va se soigner. Il ne faut surtout pas que le consommateur oublie de nous prévenir. Il faut qu'il vienne avec ses chaussures à la direction départementale de la protection des populations de son département, parce que pour le coup, là, pour nous, c'est le démarrage d'une enquête. On va voir si, effectivement, au-delà de l'expertise médicale qui sera de lier l'irritation à la chaussure, nous, on va aller voir ce qui se passe dans la fabrication de ces chaussures. En France, hormis pour les chaussures de sécurité, le taux de chrome 6 dans les chaussures n'est pas réglementé. En clair,
Dans cette affaire, la DGCCRF est un gendarme sans grand pouvoir. Il faut absolument que les institutions réglementaires mettent en place des systèmes de régulation qui nous mettent à l'abri, nous consommateurs, de ces contacts, ici avec les chaussures et le chrome, ailleurs avec d'autres produits cancérigènes, par d'autres modes de contamination. Les institutions trouvent tout leur sens lorsqu'elles sont là pour protéger les consommateurs, pour protéger les citoyens européens. Qu'en est-il au niveau européen? Le consommateur est-il protégé? Nous prenons contact à Bruxelles avec celui qui est en charge de la consommation. Dès le premier échange de mail, on nous répond qu'il n'est pas d'usage de poser ce genre de questions à un commissaire européen. Si une question qui concerne la consommation est hors sujet pour un commissaire à la consommation, alors quelles sont les bonnes questions à poser? Pas toutes, visiblement. Devant un tel refus, nous contactons une députée européenne au fait des problèmes de toxicité et de consommation, Michèle Rivasi. C'est à Paris, à la représentation du Parlement européen, que nous la rencontrons. Il faut absolument développer des contre-pouvoirs qui puissent analyser, parce que s'il n'y a pas de contrôle, eh ben on tombe dans le scandale de la viande de cheval. Pourquoi ils ont pu le faire? Parce qu'il y a très peu de contrôle. Et en même temps, on nous dit qu'il faut diminuer les fonctionnaires. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des contrôles, il faut qu'ils soient publics, parce que faire confiance seulement à l'industriel, on sait pertinemment qu'il est jugé parti. Donc il ne faudra jamais nous dire complètement la vérité. Moi, je suis persuadée qu'il y a des très grandes marques qui fabriquent la chaussure en Europe, mais que le cuir vient du Vietnam ou du Bangladesh ou de Chine, et donc ils utilisent ces produits toxiques qu'on va retrouver au niveau de ces chaussures et de ces divans. Donc ça veut dire qu'on n'est pas assez soucieux des matières premières. Et à l'heure actuelle, on est de plus en plus dépendant, parce qu'on veut avoir des prix à bas coût, de matières premières qui peuvent être hyper toxiques, comme dans le cas du chrome 6. Dans l'affaire du chrome 6, pourquoi l'Asie est-elle pointée du doigt? En réalité, depuis 2007, seules les tanneries européennes sont soumises au dispositif REACH, qui encadre strictement l'usage des produits chimiques. Atterrissage à Saïgon. 75% des chaussures que nous portons proviennent d'Asie. Mais aucun autre pays que le Vietnam n'incarne un dynamisme aussi fou en matière d'industrie de la chaussure. Nous voulons comprendre sur place comment travaillent les tanneries, comment s'organise la production. Nous contactons la propriétaire d'une usine de chaussures où travaillent une centaine d'ouvriers. Elle refuse catégoriquement notre caméra dans son usine. Mais après négociation, elle accepte de nous montrer un de ses ateliers. Direction le centre de Saïgon. C'est au fond d'une ruelle, au rez-de-chaussée d'une petite maison, que se trouve l'atelier de Madame Trinh. Cinq ouvriers travaillent à même le sol dans une forte odeur de colle. Nous comprenons vite que l'atelier est aussi sa maison. Une réalité brutale qui nous montre que le revers du dynamisme économique vietnamien, c'est aussi ça. Un taux de croissance de plus de 5%, mais à quel prix? À quel marché sont destinées les chaussures produites ici? Mais surtout, d'où provient le cuir qui les compose? C'est la propriétaire de l'atelier qui va nous répondre. J'utilise des cuirs vietnamiens et étrangers, mais surtout étrangers. De quel pays en particulier? Du cuir chinois et aussi du Bangladesh. Madame Trinh nous laisse devant chez elle pour filer à son usine. Pour des raisons de nuisance, depuis 2012, les tanneries ont été contraintes de déménager du centre de Saïgon. Quelques-unes fonctionneraient toujours clandestinement. Nous décidons d'aller enquêter dans l'ancien quartier des tanneurs, le district 11. Dans le dédale des artères de Saïgon, à la nuit tombante, nous nous arrêtons sans cesse pour faire parler des vendeurs de rue. Nous sommes aidés par notre traducteur, il se fait passer pour un acheteur de cuir. Ruelle après ruelle, des habitants nous mettent sur quelques pistes. La nuit est tombée sur la ville, nous reviendrons demain dans le district 11. Saïgon, deuxième jour. Ce matin, direction la province de Binh Duong,
épicentre de la production de chaussures au Vietnam. Après 2 heures de voiture, dans une zone industrielle créée par l'État, à l'écart de la route principale, nous arrivons à la tannerie Tan Tech. Ce gigantesque site fonctionne 6 jours sur 7, 16 heures par jour. Visite guidée par Thiago Horn, le directeur du site. Aller au cordeau, propreté, ouvrier en uniforme. Le propriétaire est une multinationale basée à Munich. Pas moins de 13 millions d'euros ont été déboursés pour démarrer l'usine en janvier 2010. 390 ouvriers tanneurs y travaillent dans des locaux à la mesure de la production. La visite commence au laboratoire de la tannerie, un endroit clé. Pas de procédure qualité sans test fréquent. Voilà une pièce très importante. Pas de gestion de la qualité sans test fréquent. Ici, on teste le chrome 3, le chrome 6, la demande chimique en oxygène. Quand on fait les tests, on utilise cette machine. Vous connaissez donc la quantité de chrome 6 dans chaque pot. Nous ne testons pas tout le cuir fini ici. On ne teste pas toutes les semaines. On ne teste pas tous les lots, seulement les pots qui arrivent. L'autre défi pour Tan Tech, ce sont les rejets de chrome 6 dans l'environnement. Un pas déjà énorme pour endiguer tout problème. Pouvez-vous nous expliquer cette colonne sur le chrome 6? Vous pouvez voir ici, nous sommes toujours au-dessous, autour de 0.006. Le chrome 6 n'est pas vraiment une question pour nous. Malheureusement, la plupart des tanneries travaillent encore comme on travaillait il y a 50 ans. Ils ne se sont pas réveillés pour voir que nous sommes aujourd'hui en 2013. Ils continuent de penser comme dans le passé. Dans cette immense usine, les cuirs sont destinés au marché début et milieu de gamme. Il est donc possible de produire des chaussures bon marché avec du cuir propre. En ce moment, nous traitons environ 2500 pots par jour. Mais nous approchons de notre basse saison. À haute saison, nous traitons environ 4000 pots par jour, c'est-à-dire 4000 vaches. À la tannerie, chaque pot qui arrive est acheté 85 €. En France, c'est 4 fois plus. 50% restent ici pour le marché local, pour les fabriques locales de chaussures. Les autres 50% sont pour la Thaïlande, l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie et aussi la Chine. Tan Tech travaille avec les grands centres de fabrication en Asie. En résumé, des pots provenant du Brésil ou des États-Unis seront ensuite tannés au Vietnam, puis transformés en chaussures en Chine ou au Bangladesh, pour au final être vendus en France. Un voyage de 40 000 km, un véritable tour du monde. Un mot d'ordre chez Tan Tech, des procédures qualité et la traçabilité sur toute la chaîne de production. C'est le tatouage. Nous pouvons la tracer depuis le fournisseur. Chaque pot arrive avec un tatouage pour identifier sa provenance et ressortira avec un second pour identifier son lieu de tannage. Malheureusement, Tan Tech fait encore figure d'exception, mais prouve à l'évidence que si les industriels du cuir veulent produire plus propre, ils le peuvent. Pour le consommateur, c'est une vraie garantie. De retour dans le district 11, nous poursuivons notre recherche de tannerie clandestine. Nous trouvons une tannerie chinoise. Nous y entrons en caméra discrète. Des pots à même le sol, des ouvrières sans protection. Impossible d'aller plus loin dans le bâtiment. Nous ne verrons pas les autres étapes du tannage et dans quelles conditions le chrome a été utilisé. Depuis notre arrivée au Vietnam, on nous parle d'un artisan réputé pour son travail. Monsieur Ngoc, 82 ans, est bottier depuis 65 ans. C'est un peu le dernier des Mohicans. Il nous fait visiter son atelier minuscule où il travaille tous les jours pour façonner à la main quelques 300 à 400 paires de souliers par an. Que peut-il nous dire sur le cuir fabriqué dans son pays? Ici, il y a des cuirs, mais le tannage, ce n'est pas bon. Le tannage, le faute de tannage. Pourquoi ça n'est pas bon? C'est la technologie
les produits chimiques. Chose étonnante chez Monsieur Ngok, quand on achète une chaussure, on vient avec son cuir. Ah oui, oui. Ça, c'est incroyable, ça. Oui. Vos clients apportent leur cuir et vous leur faites les chaussures à leur mesure. Les pots arrivent de Paris, de New York, par la poste, tout simplement. Nous profitons de sa visite au salon du cuir et de la chaussure pour nous y rendre aussi. Dans un bâtiment flambant neuf, au cœur d'un quartier d'affaires sorti de terre comme un champignon, le nouveau Vietnam vous salue. Ici, on achète du cuir et des chaussures par dizaines de milliers de paires. Les Européens sont bien là, certains d'entre eux pour faire leur marché, comme cet acheteur espagnol. Combien de paires par an vous achetez? 5 millions de paires. 5 millions de paires. J'achète surtout en Chine. Vous travaillez aussi pour des marques françaises? Oui, je travaille pour André. Vous connaissez André? Je travaille pour André. Aucun doute, le Vietnam est un Eldorado où il faut être. Le salon draine ses opportunistes en tout genre. Au détour d'une allée, nous rencontrons Paolo, un exportateur italien installé à Saigon. Je ne veux pas vendre une chaussure par mois, je veux en vendre 1000 par mois. Je gagne 3-4 euros par chaussure. Je ne veux pas en gagner 50, vous comprenez? Et c'est du vrai Made in Italy? Regardez, Made in Italy. J'ai aussi des chaussures pour femmes. Mais pas pour moi. Pas pour vous, et ni pour moi. Il nous explique les combines du Made in Italy. Si vous regardez les sites web au Vietnam, ils en vendent 4, 5, 6 millions. Elles ne sont pas fabriquées en Italie. Ce n'est pas du vrai cuir, c'est du plastique. Vous comprenez? Elles sont fausses. Ils écrivent Made in Italy, mais en Chine, ce ne sont pas des vrais Made in Italy. Vous voyez? Sur le stand voisin d'un industriel de Hong Kong, nous vérifions l'information. Excusez-moi, c'est du Made in Italy? Made in China. Made in China. Made in China. Effrayant de constater qu'un logo Made in ne veut plus rien dire. Made in China. No, actually, this one. Non, c'est le logo d'un de mes clients. Customer. Okay. En pleine cérémonie d'ouverture, nous rencontrons un intermédiaire italien, l'un de ces hommes de réseau qui, sans état d'âme, sillonnent la planète. Il ne souhaite pas être filmé. C'est un prix très important au niveau du cuir, de la chaussure, au niveau de l'industrie. Et le cuir d'ici local, le cuir vietnamien, de peau vietnamienne, il est de bonne qualité? Disons moyenne qualité. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute beaucoup de produits chimiques, des choses comme ça? Voilà. Mais il y a un grand problème de pollution, bien sûr. Et vous disiez qu'ils utilisent beaucoup de produits chimiques. Oui. C'est du chrome surtout, c'est ça? C'est surtout ça du qu'on chrome, dit. condamné. Je ne suis pas un expert en tannerie. Non, c'est du chrome, oui. Et que la Chine fasse sous-traiter ici, c'est un phénomène qui date de La Chine, République populaire, c'est un phénomène depuis quelques années. Ah, c'est très neuf, en fait. Oui, très neuf. Mais les Taïwanais et les Coréens, c'est pas très neuf. Depuis longtemps, ils font la sous-traitance ici. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que la Chine, ayant des produits pas très chers, si elle fait elle-même sous-traiter, comment font-ils leur marge alors dans ce cas-là? Dans les dernières années, le coût de la main-d'œuvre dans ces régions a augmenté. Alors, le marge, pour eux, c'est moins. En plus, il y a un problème maintenant. La Chine aussi a une crise, même si le gouvernement ne veut pas le dire. Alors, pour rester debout, ils vont où la main-d'œuvre coûte moins cher pour avoir des marges aussi. Au Guangdong coûte 150 euros par mois. Ici, c'est encore 70 euros. Au Bangladesh, 30, 40 euros. Il n'y a pas de syndicat, non? Non, il n'y a pas de syndicat. Le banque des syndicats fait les choses plus faciles, disons. Vous pensez qu'il y a une volonté ici gouvernementale pour que les salaires ne montent pas trop vite? Oui, bien sûr. Ouais, Vous êtes sûr de ça? Oui, je suis sûr. Oui, oui. Sinon, ils vont même perdre les coopérations qu'ils ont déjà. Oui, bien sûr. Il y a 20 ans, la France délocalisait en Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui délocalise à son tour chez ses voisins les plus pauvres. Le Vietnam est une étape dans ce grand glissement vers le profit à tout prix. Ici,
pas de syndicats indépendants, pas de traçabilité, et les acheteurs semblent s'en accoutumer. Les matières premières et les produits finis circulent dans une opacité totale. La filière que nous remontons travaille trop souvent sans garde-fou. De retour du Vietnam, nos premières questions sont pour les professionnels de la filière cuir. Les industriels du cuir et du tannage français font-ils tout ce qu'il faut pour assurer traçabilité et sécurité? Rencontre au cœur de la capitale avec deux hommes qui pèsent lourd. Paul Batigne, qui représente la filière cuir, 80 000 emplois, un business de 15 milliards d'euros. Bertrand Sauve, représentant les tanneurs. Il n'y a pas un vrai problème là derrière de bons élèves qui ne sont pas forcément aidés et de mauvais élèves qui ne sont pas forcément sanctionnés non plus. Alors on aborde le sujet de l'innocuité. Et justement, nous, ce qu'on souhaite mettre en place avec le CTC dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement un label d'innocuité. Donc ça, c'est une chose qui est justement pour répondre à ces problématiques-là, parce qu'effectivement, tout dépend de la marque, tout dépend le circuit à la fois de production et le flux d'approvisionnement du composant. De la paire de chaussures dont vous parlez là, ou Alors ça pose plusieurs questions. Il y a le problème d'innocuité, il y a le problème de traçabilité. Aussi, l'innocuité, on est en train de travailler un label français d'innocuité. Et la troisième question, c'est qui a trait d'ailleurs au consommateur. Consommateur qui veut acheter bon marché, peut-il s'attendre à des chaussures qui aient toutes les qualités? Est-ce que ce cuir qui vient d'Asie, vous savez s'il rentre dans la composition, de plus en plus dans la composition de chaussures vendues en France? Vous êtes en train de me dire finalement que c'est pas si évident que ça pour une marque française de savoir finalement d'où vient le cuir qui compose la chaussure. Pour une marque française? Alors je vais vous dire, si le cahier des charges, elle connaît tout. Si c'est Et si elle n'est pas donneuse d'ordre? Si c'est l'importateur, c'est moins transparent. Le langage est mesuré et choisi. Innocuité pour ne pas parler de toxicité. Manifestement, la stratégie est de nous répondre tout en nuances, même sur la définition des acteurs du marché. Alors précisons. La plupart des marques ne sont pas des fabricants. Elles se contentent de choisir des modèles, de commander des quantités sur la base d'un prix et d'un cahier des charges les plus bas possibles. La qualité et la provenance du cuir ne sont que très secondaires. Il est évident, comme je vous l'ai dit, qu'au-dessous d'un certain prix, c'est forcément un sous-produit. On ne peut pas avoir quelque chose de qualité. En ce qui me concerne, et en ce qui me concerne beaucoup de gens, j'allais dire, qui font leur travail sérieusement, il est de notre rôle de dire, à un moment donné, on ne trouvera pas le produit, ou tout du moins, on ne pourra pas assumer ou assurer la qualité de ce produit-là si vous le trouvez. Parce que, comme je vous dis, tout se trouve aujourd'hui, tout se fait, tout se copie, mais en apparence, pas dans la réalité du produit. Il ne reste qu'une poignée de marques qui font encore fabriquer en France. Nous partons à Romans-sur-Isère pour y visiter l'une des dernières usines encore en activité, celle de la marque Robert Clergerie. Chez Clergerie, tout commence par une sélection des plus belles peaux. On va regarder. Chèvre velours. Oui, on va regarder ensemble cette couleur-là, voir la noblesse de la peau. Parce que chaque peau est unique, pour celui qui la travaille, tout le savoir-faire, c'est d'évaluer ses qualités mécaniques. Souplesse, élasticité et maintien. Il est joli aussi. Hein. Un grain presque invisible. Là. Il a quand même ses veines, ses rides qui lui laissent du charme là. Une fois que ça va être plaqué sur forme, elles vont pratiquement disparaître. Voilà. Et si jamais il y en a qui se voient un petit peu, on va faire en sorte de couper la paire pour pas que
ça soit plus joli. 100 à 200 opérations sont ici nécessaires pour donner naissance à une chaussure. 2 à 4 fois plus que pour un produit d'entrée de gamme. L'âme du vrai Made in France. Toute une idée du style, du travail bien fait. À partir de cuirs qui ont été choisis, évalués et testés. Plus de 50 pièces découpées, assemblées avec soin pour faire une chaussure. Aux antipodes du haut de gamme et du luxe, le marché de masse. Comment se décompose le prix d'une paire de chaussures à 50 €? Qui gagne quoi? Pour simplifier, il y a pour 10 € de taxes, la marge du distributeur 20 €, les frais généraux pour la marque 10 €, pour le cuir 5 €, reste la marge, 5 € dans la poche de l'industriel. Le cuir, ce n'est donc que le 10e du prix d'une paire de chaussures. Très peu de choses finalement. Toujours sans réponse des 2 marques de chaussures incriminées par notre test, nous décidons de les relancer avec un succès très mitigé. Et pourquoi donc? Quelle est la raison à ça? Excusez-moi, je vous entends très très mal. Vous voulez que, allô? Vous voulez que je vous... Allô? Oui, vous voulez que je vous rappelle? Allô? Au service communication de Carrefour, c'est le silence radio. À la bottine souriante également. Parmi les marques blanchies par notre test, seules 3 marques nous répondront. San Marina, la Halle aux chaussures par courriel où seuls les pays d'origine du cuir seront mentionnés, et Jonac, où nous serons reçus sans difficulté. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. C'est un modèle de chez nous. Là, vous pouvez très bien voir le recto et le verso de la peau. Donc là, on peut voir le côté brut du cuir, donc avec également les différents sigles qui indiquent bien que la matière que l'on a sur ce produit est un produit en cuir. La chaussure issue de cette paire que vous avez dans la main ne contient pas de chrome 6. Alors, notre sentiment, il est vraiment clair. C'est-à-dire que nous, Jonac, on vise à desservir de la qualité à nos clientes. Donc on n'est pas dans une démarche de culture du profit à tout prix ou d'entreprise toujours plus rentable. Et donc, a fortiori, on peut se permettre de desservir une qualité qui nous permette une bonne qualité, qui nous permette de bien vivre et sans toujours aller chercher un sourcing qui va être moins cher, au détriment de la qualité, au détriment du confort, au détriment de plein de choses qui vont sur le court terme peut-être faire gagner un peu plus d'argent à l'entreprise, mais qui vont forcément sur le long terme pénaliser l'entreprise. On peut avoir du contrôle sur ses fournisseurs et jouer la carte d'une production en Europe. Pendant 2 mois, le groupe Eram restera muet face à nos demandes. D'un changement de stratégie. On nous fait savoir que Laurent Lebrun, directeur technique du groupe, accepte de nous répondre. Déjà, oui, pour vous dire que le fournisseur nous a indiqué que les cuirs venaient d'Italie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'oblige aujourd'hui les fournisseurs à communiquer sur l'origine de leurs cuirs. Nous demandons des certificats, mais ce n'est pas suffisant. Une réglementation qui nous permet d'avoir l'assurance sur l'origine des cuirs. Donc, ce que vous êtes en train de me dire finalement, c'est que l'origine exacte du cuir qui compose cette ballerine, vous n'en savez rien vous-même. L'origine est incertaine. Nous construisons des partenariats avec nos fournisseurs de façon à les amener à être plus vigilants sur leur sourcing, plus précis sur leur sourcing. Mais aujourd'hui, et c'est vrai pour tous les distributeurs, aujourd'hui, il y a de réelles difficultés à connaître l'origine précise des cuirs, tant le marché du cuir est mondialisé. Mais aujourd'hui, quand on est industriel de la chaussure, peut-on réellement ignorer l'origine de ce que l'on vend?
Alors, est-ce qu'ils n'ont pas le contrôle ou est-ce qu'ils ne veulent pas l'avoir pour se voiler la face? Je pense aussi qu'il y a peut-être des deux, certainement. C'est plus facile de ne pas savoir ce qu'on fait plutôt que de le savoir et finalement de savoir qu'on fait les choses peut-être pas très bien. L'information doit passer et c'est lui qui, normalement, prend la responsabilité de mettre dans ses vitrines un produit qui n'est pas conforme aux normes européennes. Alors nous nous étions vus le 17 juillet dernier, 17 juillet 2013, et donc à ce jour-là, les modèles ont été retirés Absolument. de tout le marché français. Tout à fait. Nous avons la possibilité d'envoyer, et ça a été fait le jour même, ça a même été fait le 17 juillet à 17h17. Ça ne s'invente pas. Nous avons envoyé un message à toutes les caisses enregistreuses des magasins de façon à ce que le jour même, les gérants, les vendeurs procèdent au retrait de la surface de vente de ces ballerines. Mais ce que notre interlocuteur ne sait pas encore, c'est que nous avons pu acheter très facilement le modèle soi-disant retiré de la vente. Une boîte. Je ne vais pas vous redonner une ballerine comme je l'avais fait avec M. Biotto, mais cette paire de ballerines a pu être achetée à Paris plus de 5 jours après le 17 juillet, malheureusement. D'accord. Et puis en fait, on a voulu laisser un peu de temps et on a pu, c'était en date du 2 septembre, on a pu commander un nouveau modèle de ballerine. D'accord. Bon, bah écoutez, moi je vais... Je vous en remets copie. Je vais prendre en compte ces factures parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un manquement. Encore une fois, parce que nous avons reçu les retours au fur et à mesure au niveau de l'entrepôt, je peux vous assurer que l'immense majorité des produits a bien été retirée et a bien été retournée des points de vente. Mais malheureusement, pas toutes. Vous avez pu en trouver. Eh bien, on Assez va facilement. mener... Voilà, donc c'est pas normal. Nous allons mener notre enquête auprès de ces points de vente. À l'issue de cet entretien, une question s'impose. Comment est-ce possible qu'un industriel de cette taille ne soit pas maître du retrait de l'un de ses produits? Est-ce un cas isolé? Mais plus généralement, industriels et professionnels de santé collaborent-ils sur le Chrome 6? Êtes-vous de temps en temps contacté par des industriels, fabricants de chaussures et distributeurs de chaussures pour évaluer le cuir de leurs chaussures? Eh bien, je vous dirais jamais. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais eu un contact qui vient d'abord de l'industriel qui fabrique des chaussures. Pourtant, tout industriel, toute personne, toute entreprise qui distribue un produit est responsable, non, de la qualité du produit qu'il met dans le cabas du consommateur? C'est une question intéressante, mais à laquelle j'aime autant ne pas répondre. À ce jeu, en l'absence de réglementation, ce sont les industriels qui ont la main. 2 États ont pourtant décidé d'agir. L'Allemagne, où une limite existe déjà, puis le Danemark, qui propose une réglementation européenne sur le Chrome 6 à taux limite de 3 mg par kilo. Depuis le printemps, c'est la Commission européenne qui l'examine. Sera-t-elle adoptée, édulcorée ou enterrée? Dans tous les cas, l'adoption finale n'est pas attendue avant mi-2015. Est-ce la seule arme des consommateurs contre les industriels? J'aimerais que, au niveau des industriels, à partir du moment où ils manipulent des produits chimiques, il y ait en amont une étude sanitaire et environnementale. Tant qu'on n'a pas ça, et on le voit très bien sur les perturbateurs endocriniens, regardez le bisphénol A, on en trouvait dans les biberons des enfants. Et on a vu après coup que ça passait dans le lait, que ça pouvait entraîner des problèmes d'obésité, de cancer, de malformation génitale. Il faut attendre, vous voyez, des fois je me dis, mais vous attendez combien de morts quoi, pour réagir? Pendant 3 mois, nous avons insisté pour interviewer Benoît Hamon, le ministre de la Consommation, afin de connaître la position de la France sur la future réglementation Chrome 6. À ce jour, toujours aucune réponse. Politiques ou industriels, nos interlocuteurs ne sont décidément pas très loquaces. En France, comment en est-on arrivé là? Quand et comment cette industrie a-t-elle muté? Rencontre avec un monstre sacré de la chaussure, créateur et patron engagé, Robert Clergerie a revendu son entreprise il y a 2 ans. Libéré de toute contrainte, il dresse un état des lieux de l'industrie de la chaussure. Les industries de main-d'œuvre ont été négligées par tout le monde.
on considérait qu'il valait mieux faire des Airbus que faire des chaussures. Un homme politique, M. Gérard Longuet, pour ne pas le nommer, a dit il y a des années, et m'a beaucoup choqué, qu'on paierait les Airbus avec des colis fichés. La chaussure étant ce colis fiché, un de ces colis fichés. Tant et si bien qu'une industrie de main-d'œuvre, car la chaussure est une industrie de main-d'œuvre, installée en milieu rural, participant du maillage du territoire, utilisant une main-d'œuvre non qualifiée, utilisant de la main-d'œuvre féminine, n'utilisant pas d'énergie, ne consommant. Mais on aurait dû nous tresser des couronnes de laurier et tout faire pour nous aider. On n'a rien fait, bien sûr, tant et si bien que pour se maintenir dans la chaussure, il faut être les champions du monde. On est au championnat du monde de boxe poids lourd. Si vous baissez votre garde, vous êtes au sol. Il faut être le premier de la classe. Donc, comme tout le monde n'est pas le premier de la classe, ben, la chaussure est morte. Voilà. En définitive, face au Chrome 6, sans véritable information, le consommateur est démuni et c'est cash qu'il paie toute dérive. Quels sont les bons réflexes à avoir? Quelles sont les alternatives fiables pour préserver sa santé? Dans la boutique parisienne de Patrick Daniel, des chaussures peu ordinaires. Elles ont été tannées végétalement à partir des tanins de bois comme le mimosa ou le châtaignier. C'est la vraie alternative au chrome, mais seulement le 10e dépôt tanné au niveau mondial. Un processus de tannage certes 2 à 3 fois plus long que le tannage au chrome, mais le surcoût pour une paire de chaussures vendue 50 € n'est que d'1 euro. Une vraie réponse, accessible à tous. Ça s'est réalisé avec des matériaux tellement peu toxiques qu'en fin de vie, la chaussure, au lieu de la jeter à la poubelle ou de la mettre dans un point, le relais, on peut la mettre dans le compost et au bout de 6 mois, la chaussure est complètement dégradée. Bref, en attendant 2015 et la décision de l'Europe sur le taux de Chrome 6, que faut-il retenir de tout cela avant d'acheter une paire de chaussures? D'abord que le prix ne garantit pas un cuir non toxique. Et que faut-il faire? Préférer une origine européenne pour le cuir ou choisir un tannage végétal. Mais surtout, prendre le temps de bien choisir.